أولا وقبل كل شيء معذرة تليفون موبيل لا معذرة لأن كانت تتناول كلمة كذلك باللغة الفرنسية لنفس الأسباب التي ذكرها السيد الوزير ومعذرة بالأخراج. Monsieur le ministre, chers amis, merci Khalid, Monsieur le secrétaire, le président de l'association des lauréats de l'ISA, Monsieur le professeur Brazi, je voudrais tout d'abord, avant de commencer ce petit exposé introductif, vous féliciter. Vous féliciter pour avoir organisé effectivement cette rencontre. Vous féliciter pour le choix de la thématique à un moment où effectivement la grande question est celle de la gouvernance de façon générale et la gouvernance également dans les partis politiques. Vous dire combien je suis heureux, à titre personnel, en tant qu'ancien, très ancien de l'École nationale d'administration, puisque j'étais lauréat du premier cycle supérieur de l'École nationale d'administration. Et je suis heureux de voir effectivement que cette grande école, qui s'apprête à subir des mutations qui la rendront encore davantage porteuse d'espoir pour la haute fonction publique, est en train de jeter les fronts entre deux mondes qui se tournaient un peu le dos. Les partis politiques, les chercheurs, enseignants, étudiants, et on se demandait quand est-ce que quelqu'un jettera ce pont finalement, et l'un de ces ponts c'est celui-là. Il faut effectivement qu'on s'explique, il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. Bon, mais je rentre dans le vif du sujet tout de suite, et si vous le permettez, même si le mouvement populaire est connu par tous, c'est quand même un parti qui s'apprête à clore sa 60e année. Bien, je voudrais quand même faire un petit rappel qui expliquera également les changements qu'il y a eu sur la gouvernance et la progressivité, effectivement, des modes de gestion de l'État. Le mouvement populaire est un parti national qui est né dans les premières années de l'indépendance, c'est-à-dire pendant une période tumultueuse, qui a connu des troubles sérieux et qui a connu, il ne faut pas se le cacher, c'est l'histoire, des règlements de compte assez douloureux, ces années 56, 57, 58, le monde a lu, mais je ne dirais pas ce rappel, puisque vous êtes tous jeunes, mais en fait a lu et a su ce qu'il y a. Les promoteurs de cette aventure appartenaient tous à l'armée de libération marocaine. C'était notamment M. Julia Hadda, Dr. Fke, mais aussi Senyoussi et Dr. Mikel. Et la création du mouvement populaire, en fait, avait deux sous-bassements essentiels. C'était d'abord limiter les velléités d'instauration d'un parti unique, et ce n'est pas péjoratif du tout. Vous savez, en 1956, la libération des indépendances africaines, c'était ça, c'était la mode, c'était ça qui se faisait, c'était pas autre chose. Mais au Maroc, effectivement, avec le régime monarchique, ça ne marchait pas. Et le deuxième sous-bassement, c'était la défense un peu du monde rural, dont est originaire la grande partie des membres de la libération, contre l'hégémonie à l'époque des citadins qui se disaient tenants de la résistance au protectorat. Alors, tout cela, effectivement, montrait que le mouvement populaire n'était pas porteur d'une idéologie, disons, parmi celles qui existaient à l'époque, socialiste, capitaliste, ni révolutionnaire, non, c'était tout simplement défendre effectivement la monarchie qui subissait des pressions, il ne faut pas se le cacher, justement à cause de l'histoire du parti unique, et également défendre le monde rural pour avoir effectivement des conditions de vie dignes. Bien entendu, cette approche était bien vue par le palais, bien sûr, et par les habitants des campagnes qui étaient sous-équipés, bien qu'ils représentaient plus des 3/4 de la population du Maroc. Et c'est pour cela aussi que dès le démarrage, dès les premiers pas, le premier d'ailleurs statut du mouvement populaire, on y retrouvait deux idées essentielles à défendre, deux priorités. C'était la priorité identitaire avec la défense de la langue amazigh et la priorité du
développement du monde rural et donc d'un équilibre un peu entre campagne et ville. Bien entendu, au plan organisationnel, je dirais tout simplement que le parti était peu structuré et que sa gestion était fortement personnalisée. Elle s'articulait autour de leadership qui soient nationaux ou qui soient locaux. C'était des personnes d'abord qui faisaient le parti, qui fusionnaient parce qu'ils avaient une certaine influence, une certaine aura sur leur compatriotes. Certes, on a fait comme le parti qui était au pouvoir, il y a eu distribution de cartes d'adhésion, il y a eu création dès la fin des années 50 d'un mouvement de jeunesse, d'un mouvement de femmes. En fait, c'était beaucoup plus du mimétisme pour être tout à fait honnête avec vous. C'est tout à fait normal à l'époque. Elle était combattue et le parti a dû attendre de 1957 jusqu'à 1959 pour tenir son premier congrès après la promulgation du Décret des libertés publiques en novembre 1958. Pendant les 10 premières années, on jouait sur le velours parce que la société partisane était duale. Il y avait ceux qui étaient considérés comme des citadins, et tous les ruraux qui ne pouvaient aller au mouvement populaire. Il n'y avait pas le choix que nous avons aujourd'hui. Donc, en fait, on pouvait dire que ça se passait un peu naturellement. Mais tout de suite après, il y a eu l'exode rural vers les villes d'abord, il y a eu la création de nouveaux partis, et les choses ont commencé à changer. Et puis, bien sûr, le parti, comme beaucoup d'autres partis, a produit des scissions. La première scission, c'était en 1967 avec la création du mouvement populaire démocratique constitutionnel, l'ancêtre du PJD, créé par Macron de Traté. Puis le MNP, Mouvement National Populaire, qui a donné naissance à l'Union démocratique, au MDS, etc. Ça, je pense que je ne vais pas comprendre avec ça. Alors, pourquoi je rappelle un peu tout ça? C'est pour dire tout simplement que ce survol, pour montrer ce survol qui intéressait le mouvement populaire, mais qui intéresse aussi les autres partis, de l'époque, il montre un peu comment on a évolué. La question du changement à l'époque des leaders ne se posait pas. Et d'ailleurs, pas seulement au niveau du mouvement populaire, il était fortement personnalisé, mais chez les autres partis aussi, on ne peut pas se cacher que les changements qu'il y a eu, que ce soit à la tête de l'Istiklal ou de l'USFP, étaient dus soit à la mort des dirigeants, soit à des crises assez profondes, en fait, des changements, peut-être dans les transports de et autres. On n'en voyait pas beaucoup. Mais en fait, il a fallu attendre la fin des années 70 pour le mouvement populaire pour que des voix commencent à s'exprimer contre justement cette personnalisation, ce manque de démocratie, ce mode de gestion qui commençait à déranger. Et en 1979, 4 membres influents du mouvement populaire du Conseil national, un parlementaire, avaient sorti un manifeste pour le renouveau du mouvement populaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était moi, Kassim, et en 86, en 84 plutôt, donc 5 années après, il y a eu une crise assez sérieuse du mouvement populaire qui a abouti en 1986 à l'élection du secrétaire général. Toujours des crises, pas de changement démocratique, mais des crises depuis l'élection du secrétaire général. Alors au plan formel, maintenant ça c'est pour ramener un peu les choses, parce que j'essaie de suivre les axes qui ont été donnés, ils sont très simples pour moi, je suis un peu paresseux, ça me permet d'aller justement au sur le monde. Alors, au plan statutaire, au plan des statuts, aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je dirais que les statuts de tous les partis, pas seulement du mouvement populaire, de l'ensemble des partis, garantissent le recours à des élections pour désigner les responsables à tous les échelons. J'ai feuilleté, je n'ai pas trouvé un statut d'un parti qui se respecte, qui dise qu'il y a autre chose. Ça existe. On parle en plus, depuis que les lois sur les partis sont sorties, il y a un coup de pouce qui est à mener, puisqu'il faut limiter le nombre de mandats et il faut fixer la durée des mandats. Donc, ça, on le retrouve également. On retrouve effectivement beaucoup de dispositions, mais pour être honnête, parce que je veux vous dire la vérité telle qu'elle est et non pas telle qu'on la souhaite, telle qu'on la rêve. La réalité, c'est que malgré tout cela, jusqu'à ces dernières années, c'était le consensus qui primait chez nous au mouvement populaire, chez notre parti également. Parce que les gens pensaient que les élections
et finissait par laisser des séquelles et finissait par des scissions. Nous, au mouvement populaire, ce n'est qu'au dernier congrès en 2010 que nous avons utilisé les urnes pour élire le secrétaire général, même s'il était seul, on vote au bulletin secret, mais on a dit qu'il faut appliquer les statuts. Et en fait, c'est une pratique que nous avons un peu commencé en 1986. Parce qu'en 1986, nous étions, ceux qui avaient pris la direction du mouvement populaire, n'avaient pas les réseaux qui avaient l'ancienne direction, n'avaient pas la force des réseaux qui existaient. Donc notre seule protection contre effectivement les fidèles de l'ancienne direction qui cherchaient à déstabiliser le parti, c'était de nous en tenir au statut, aux dispositions strictes des statuts qui étaient votés par le Congrès. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en matière de démocratie interne? Honnêtement, je ne connais pas un seul parti qui s'inscrive contre effectivement l'usage de cette démocratie interne au sein de ces instances, d'autant plus que la loi en fait obligation de toute manière. Même si vous le voulez, la loi, elle est très exigeante. Relisez la dernière loi organique sur les partis, vous verrez qu'elle est très stricte. Et les gens l'appliquent. Mais, pour être aussi réel que possible, est-ce que réellement c'est satisfaisant? Ce qui se fait est satisfaisant? Moi, je dirais tout simplement non. Mais ce n'est pas dû à la volonté des partis politiques. C'est dû à tout un processus de révision et de travail qui n'est pas encore fait. Bien sûr, si on considère que les élections, c'est de réunir 1000, 2000, 5000 personnes et de passer au vote, cela se fait. Mais si on regarde la chaîne depuis la base jusqu'à ces 2000 et 3000, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail qui exige effectivement une forte administration, qui exige une forte mobilisation. Donc je dis tout simplement que la volonté y est, que les progrès qui ont été faits sont énormes, entre effectivement les années 70 où les instances des partis, en tout cas je parle toujours du mouvement populaire, dans les années 60, il y avait le secrétaire général, les instances dirigeantes pouvaient changer même d'un congrès à l'autre sans qu'il y ait d'élection ni de congrès. Le comité central avait des propositions différentes, le Conseil national pouvait changer de truc, le bureau politique lui-même ne se réunissait pas, alors qu'aujourd'hui, effectivement, tout cela se fait. Mais je le dis et je le répète, il y a encore beaucoup de travail à faire si nous voulons effectivement arriver à cette démocratie interne. C'est un problème de culture, plus qu'un problème de pratique, de culture démocratique. Il faut qu'elle soit inculquée chez le militant de base et qu'elle remonte tous les échelons. Regardez ce qui s'est passé lors des derniers changements qu'il y a eu à la tête de certains partis très récemment. Eh bien, ça a laissé tout simplement des séquelles très fortes parce que cette culture elle-même n'est pas encore bien ancrée, que ce soit au mouvement populaire ou ailleurs, mais nous le reconnaissons volontiers et c'est sur ça que nous travaillons actuellement. Alors, cela nous amène à ce travail des structures, alors le deuxième axe, qui est celui des structures et de l'organisation des partis à la base. Je pense que cet intérêt pour l'organisation de base est très important dans tous les partis, et nous en sommes conscients en tout cas au mouvement populaire, puisqu'effectivement, c'est sur cela que nous